y a des Béninois qui possèdent des immeubles à Dubaï. Il y a un Béninois qui s'appelle Samuel Dosso. C'est quelqu'un qui pèse 2 milliards d'euros. Waouh. Selon toi, quel est le montant maximum à garder dans une banque? Achète des avoirs qui ne se déprécient pas. C'est ça qu'il faut enseigner. Ouais. Quand tu parlais un peu de tes débuts et tout, etc., je me suis dit, oh, est-ce qu'il va me dire la partie où il est devenu le Steve Jobs africain? Quand on dit repos au Bénin, là, on parle d'autre chose. Il ne faut pas que votre couple soit comme ça. Et puis... Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on est à Dubaï pour un épisode spécial de Zero to Million. On est avec des amis, des grands frères qui n'aiment pas qu'on les appelle des grands frères, by the way. Mais aujourd'hui, on a un épisode très, très spécial et je vais les laisser se présenter rapidement avant qu'on rentre dans le vif du sujet parce qu'on a énormément de choses à partager avec vous. Ça, c'est un épisode inédit parce que généralement, il n'y a que Naël et moi. Mais là, en fait, on s'est dit que ce serait très intéressant de ramener de nouvelles personnes dans le podcast pour juste partager des expériences qu'on n'a pas et des points de vue qu'on n'a pas, en fait, ce qui permet à tout le monde de pouvoir avoir, je sais pas, un retour beaucoup plus riche, en fait. Donc, Ulrich, Vital, comment vous allez déjà? Ça va bien. Je ne sais pas si je dois répondre parce que les grands frères dont tu parles là, ils sont où? Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, si on doit se présenter, je crois, bon, on peut commencer les présentations. Si tu dois te présenter en, je sais pas, en 30 secondes et tout, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, tu dirais quoi? Ben, je dirais que je suis Ulrich Sossou. Je suis entrepreneur. J'ai commencé dans le copywriting, le marketing et tout. Ensuite, je me suis intéressé à la programmation informatique. Et voilà, donc j'ai travaillé comme consultant freelance pour des entreprises un peu partout dans le monde pendant 7 ans, jusqu'en 2013 environ. Et voilà, donc après, j'ai essayé de lancer mes propres entreprises. Évidemment, en fait, comme ça se passe, j'ai eu plein d'échecs. Et j'ai eu un petit succès qui est une entreprise de marketing digital pour un outil de marketing pour les agents immobiliers qui est très utilisé aux États-Unis et tout. Et voilà, donc je l'ai revendu à une firme américaine. Donc ensuite, j'ai travaillé avec Etri Labs. On a créé l'incubateur TechXL ensemble et tout. On a accompagné pas mal de startups, dont quelques-unes sont encore en vie et tout. Donc après, j'ai quitté là. Et voilà, donc plus récemment, j'ai travaillé comme directeur produit d'une entreprise de la Silicon Valley qui s'appelle Orbit et qui fait des outils d'analytique, donc analyser les communautés et tout le reste pour avoir de l'impact. Et voilà, donc depuis avril, j'ai quitté là et je travaille sur divers projets, dont par exemple Tama, qui est un outil un peu comme un Amazon du livre africain et tout. Et aussi d'autres projets que j'explore un peu. Donc voilà un peu. Waouh. Quand il parlait et tout, en fait, quand tu parlais un peu de tes débuts et tout, etc., je me suis dit, oh, est-ce qu'il va me dire la partie où il est devenu le Steve Jobs africain? C'est trop marrant, chaque fois qu'on parle de ça devant sa tête et tout, en fait. Mais franchement, je pense que très belle présentation. Je pense que tu allais juste faire une présentation, wrap-up et tout, mais je pense que pour quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est une très belle introduction et tout. Merci. Vital, on t'écoute. The floor is yours. Bon, alors, moi, avant tout, je suis le petit frère de Ulrich. C'est mort. Non, mais je le dis pour le chambrer, mais aussi vraiment de façon très sérieuse. Hein. Alors moi, j'ai découvert un peu l'informatique dans la maison de Ulrich. J'étais en première, je pense. J'étais très ami à son petit frère, Aymar. Et on était les petits qui traînaient chez lui. Lui, il avait déjà une boîte avec des employés et tout. Donc, non, je dois dire qu'Ulrich, c'est vraiment un exemple pour moi. Bon, il n'aime pas qu'on le dise, mais c'est important de le dire. Alors, moi, je suis Vital Sonouvou, je suis béninois, comme tout le monde ici. Hein. Et mon parcours entrepreneurial est plutôt boring, on va dire. Moi, il y a 11 ans, j'ai fondé Exportunity. Et c'est toujours la même chose que je fais jusqu'à présent. C'est une entreprise qui a pour mission de faciliter le commerce entre l'Afrique et le reste du monde. Notre priorité est sur les petits producteurs. Alors, on s'est beaucoup cassé la gueule sur le terrain. On a eu plusieurs échecs, quelques succès qui sont restés assez stables.
Aujourd'hui, alors je vis à Dubaï où notre focus est toujours sur le trading de commodities africains. Et voilà, nous travaillons dans les matières, les commodities comme le café. Alors on s'intéresse un peu au domaine minier aujourd'hui. Et on travaille principalement avec les petits producteurs. L'objectif pour nous reste, depuis toujours, en fait, depuis que j'étais à l'université d'ailleurs, hein, le projet a toujours été de créer un pont entre le plus petit producteur africain et le plus gros acheteur. Ouais. Et les plus gros acheteurs dans le monde, ils sont ici, ils sont à Dubaï. Et c'est pour ça que Dubaï est un peu ma deuxième maison, on va dire. Ouais. Un truc qui est très intéressant, en fait, que je crois que j'ai vraiment appris avec toi et tout, c'est l'art de simplifier ce que tu fais. Parce que, en fait, quand tu parles d'importation et tout, etc., de connexion et tout, on sait à quel point, sur le terrain, c'est compliqué. Pour moi, pour Naël et moi, nous avions travaillé pour toi, je crois, en 2018, non? Ouais. Pour toi et tout. Je crois que j'ai dit à Ulrich la dernière fois que moi, j'avais un grand respect pour toi, une grande admiration pour toi. Parce qu'à l'époque, on a commencé à travailler avec toi. Moi, je t'ai connu en 2016 peut-être. En 2017, on s'est rencontrés au Forima. Et fin 2017-2018, on a commencé à travailler ensemble sur Sportinity et Kea. Et ce qui est incroyable, en fait, c'est qu'à l'époque, il y a 6 ans de cela aujourd'hui, nous, on était juste des jeunes broke, tu vois, qui venaient de l'université, qui faisaient du freelance, gagnaient leur argent, mais qui avaient envie de make it into the tech world, en fait, tu vois. Et quand on voyait les personnes comme toi, les personnes comme Yuri, c'était des inspirations. Et ce qu'on voulait, c'était de travailler avec des gens comme vous pour apprendre de l'expérience du terrain, des gens qui font des trucs incroyables. Et on était des jeunes, tu vois, tête brûlée, mais personne ne nous faisait confiance, en fait, tu vois. Et moi, ce qui m'a touché et qui me touche jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu étais la première personne à croire en nous, à croire en moi, à croire en elle, avec qui on fait ce chemin depuis 8 ans maintenant. Et tu étais la première personne à nous donner un contrat, en fait, tu vois, genre pour des jeunes qui étaient quoi, en 3e année d'université, mais personne ne faisait ça à l'époque, tu vois. Et tu nous as donné un salaire, une sécurité, un mentorat, une maison, une famille. Pour nous, c'était, it was, I don't know, it means the world, en fait, tu vois. Et pour ça, on ne cessera jamais de te remercier. Tu as dit très important de retourner l'associé à Ulrich qui t'a inspiré parce qu'il était ton grand frère. De la même façon, c'est important, je pense, de retourner l'ascenseur parce que, je ne sais pas si c'est une partie de l'histoire que la plupart des gens connaissent, mais j'ai dit toujours, j'ai un passé côté salarié et tout, etc. Et ça a commencé par toi, en fait, tu vois. Et ce qui est très marrant, que j'ai envie de rapidement résumer sur la période là, c'est que quand on a eu l'entretien avec toi, en fait, tu nous as trouvé tellement talentueux que tu as dit, je veux que vous travaillez avec moi, mais pas que avec moi. Je veux que vous travaillez aussi avec Kea. Parce que je pense que votre expérience va bénéficier aux 2 boîtes. Et on a signé 2 contrats à la fois. La première fois, tu te rends compte, c'est pas comme si tu n'as jamais de boulot. Et la première fois que tu trouves un boulot, c'est genre 2 boulots à la fois, en fait, tu vois. Et voilà, je pense que ça, c'était quelque chose d'incroyable. Et c'est ce qui a lancé notre carrière, en fait. Peut-être sans ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce que c'est ça, derrière, qui a été un peu le credential qui nous a permis ensuite de rentrer dans d'autres entreprises, dans d'autres boulots, ensuite de travailler avec Trilabs et tout, etc. Et si on n'avait pas eu ce premier truc, cette première validation sur le CV en mode « Ah ouais », il y a 2 boîtes qui ont fait confiance à ces jeunes de 18 ans, qui n'ont rien et tout, tu vois. Ça aurait été beaucoup plus compliqué après, en fait, tu vois. Donc voilà, je pense que c'était important de te remercier également pour ça et tout. Alors, je ne connais pas le format du podcast, je ne sais pas si je peux dire Ouais, quelque vas-y. chose. Ouais, vas-y. En fait, non, je ne pense pas que je vous ai recruté. Je pense que vous vous êtes recruté tout seul. Parce qu'en fait, je disais encore, j'avais une conversation avec quelqu'un très proche de moi. Jamais personne ne m'a fait aussi forte impression que vous deux. Alors, c'est important que vous le sachiez, en fait. Alors, c'est la première fois que j'ai vu 2 jeunes de chez moi, du Bénin, qui sont aussi fous, alors encore plus fous que je ne le suis ou que je l'étais à votre âge, mais qui se donnent les moyens d'atteindre leurs ambitions. Parce que c'est le plus important. Tout à l'heure, on parlait en off, je parlais de la personnalité. Et dès le début, j'avais jamais vu personne de vos âges à l'époque qui était aussi clair dans ce qu'il voulait faire et qui m'enseignait autant de nouvelles choses. Parce que je me dis, avec mon âge aujourd'hui, en fait, il y a des choses que, obviously, je passe beaucoup plus de temps parfois dans les fermes en train de ramasser du café. En fait, c'est pas très glamour ce que je fais. Hein. Mais
soit roi du marketing, déjà à cette époque-là, tu parlais de neuromarketing, on a eu des belles conversations sur le subliminal. Moi, quand mon premier boulot, c'était à Golf Télévision. J'étais monteur 3D. Bon, beaucoup de gens ne savent pas ça de moi, mais on a eu de très belles conversations. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est voilà, un jeune homme je me considérais comme un bon designer parce que moi, mes logos, je les ai toujours faits. Toutes les boîtes dans lesquelles j'ai été impliqué, dès le début, j'ai toujours fait les logos, tous les graphiques. Je me suis toujours... I gave myself a pride, si on va dire, en français. Une fierté, en fait. J'ai toujours eu la fierté de le faire moi-même. Et c'est la première fois qu'un petit jeune débarque et qui me sort des designs et qui me dit mais non, ce que tu as fait là, c'est pas machin. Et au début, je me disais mais il se prend pour qui mais en fait, quand je regardais, je me dis mais franchement, voilà quelqu'un qui en sait beaucoup plus que moi. Et pour moi, vous m'avez beaucoup inspiré, vous deux, franchement. Et le fait de rester aussi fidèle en amitié, c'est très important. Je crois que beaucoup de jeunes ont à apprendre de vous. Et moi d'ailleurs aussi. Ouais. Je pense que on va continuer. On peut finir le podcast. Non, je veux pas revenir sur les trucs que les uns et les autres ont déjà dit. Je pense que moi, en fait, au cours de la conversation et des échanges de trucs, là, le seul truc que j'arrêtais pas de me dire, c'est, tu vois, à chaque fois, en fait, parfois, je pense qu'on a eu une conversation sur ça, en fait, où un truc qui est important, c'est de pouvoir avoir de l'inspiration ou avoir des exemples ou des sources d'inspiration. Et généralement, ce qu'on fait tous très facilement, c'est de se dire non, enfin, j'ai pas fait encore assez ou j'ai rien à offrir. Et parfois, tu te rends compte que, tu vois, quand Benny présente l'histoire clairement comme ça, en fait, tu te rends compte que peut-être qu'à l'époque, là, toi, tu voyais la situation d'une certaine manière. Toi, tu te disais, bon, j'ai pas encore grand-chose à apporter ou tu n'évaluais pas, en fait, la mesure de l'impact que les décisions, les actes que tu posais avaient sur nous. Mais parfois, c'est des petites choses qui changent le cours d'une vie, en fait, tu vois. Et souvent, tu as la détermination, tu as le mindset, mais la plupart du temps, tu as besoin parfois, tu as besoin d'un petit coup de pouce ou bien d'un coup de chance pour pouvoir décupler les résultats de ce que tu fais. Et je pense que c'est intéressant, en fait, parce que facilement, tu peux être cette personne-là dans la vie de beaucoup de personnes, tu vois. Donc, ouais. En fait, moi j'ai beaucoup d'admiration pour vous deux. Enfin, ça, c'est important de le dire. Merci Vital. Donc, il y a un sujet dont on a envie de parler, mais il y a plein de sujets dont on a envie de parler ce soir. Mais le premier sujet, en fait, dont on a envie de parler, c'est que toi, tout à l'heure, quand tu parlais, tu disais que tu vivais à Dubaï et tout. Nous, on est là, en vacances, depuis plus d'une semaine maintenant. La belle ville. Et oui, la belle ville. Quand même, pour moi, pour vous, les haineux de Dubaï, je sais pas. On n'est pas haineux. Non, mais vous êtes très conservateur. Non, je dis pas que vous êtes haineux, mais vous êtes du genre un peu conservateur. Vous aimez pas les trucs bling, bling, bling. Moi, je suis très bling, bling, tu vois. Je suis très, everything that is nice. Je suis trop nice. Eux sont trop, la femme, ce qui est cool et tout, culturel, On va aller travailler, artificiel, Vital. moi, ça me dérange pas, tu vois, Vital. Moi, l'artificiel, ça me dérange pas, en fait. Donc, tu disais que tu vivais à Dubaï. Moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai commencé, je le disais que je pensais à l'option ou la possibilité de m'installer ici définitivement, tu vois. Bon, pas définitivement, mais quand même pour les prochaines années, pour le business et tout. Et je me demandais quelle est la raison, en fait, qui t'a poussé, toi, à donc décider de vivre à Dubaï. Quelle est la raison, en fait, qui a poussé Ulrich de vivre en France aujourd'hui? Lui vit au Bénin, mais je sais que dans les prochaines années, il est en train de penser à vivre peut-être aux îles Maurice ou à Amsterdam ou, tu vois, dans ce genre de pays. Je crois que tu as vécu aux îles Maurice également. Ah donc ouais? je pense que, oui, il a fait un long moment aux îles Maurice, je me rappelle. Il nous parlait de ça et tout à l'époque. Ah, c'est pour ça qu'il a souri le jour Ouais, quand on parlait des îles Maurice et tout. Donc je pense que le truc qui serait très intéressant, c'est vraiment de savoir, en fait, chacun d'entre vous, comment est-ce que vous faites le choix du pays de résidence dans lequel vous vivez, en fait. Que ce soit pour le travail ou que pour je sais pas, la vie personnelle, en fait. Pourquoi tu vis
je sais pas, dans tel pays au lieu d'un autre, en fait, tu vois. Ouais, en fait, moi, je pense que quelque chose qui est plus intéressant, c'est déjà... Moi, je ne savais pas que tu étais à Dubaï. Donc, la dernière fois, quand Ulrich était en mode, ah, il y a Vital qui est là. Je suis en mode, what? Et là, il disait que tu vis ici. Donc, moi, je pense que la question très straightforward, c'est, what the fuck are you doing here? Non, en fait, alors, moi, Dubaï, moi, c'est love and hate relationship. Moi, alors, en 2012, j'ai été recruté à Dubaï Ok. par alors, une entreprise qui avait un contrat, qui a toujours d'ailleurs, un contrat avec la famille royale de Dubaï, le ministère de l'économie, et qui organise toujours des foires et des événements plutôt haut niveau, et qui travaillait, qui cherchait quelqu'un qui allait gérer l'Afrique pour eux. Alors j'étais un peu comme vous. À l'époque, j'avais pas encore 22 ans, j'avais 21 ans. Et je savais que je voulais venir à Dubaï. Parce qu'à l'époque, c'était the fastest growing city in the world. Alors, je voulais faire des voitures volantes aussi. Ouais. Et Dubaï, c'était vraiment l'endroit pour moi à venir. Et je me rappelle, je postulais à tout ce que je voyais sur Dubaï. Et bon, personne ne m'appelait. Et puis, il y a un jour, j'ai passé une entreprise, parce que alors, est-ce que je raconte l'histoire? Je vais résumer. À l'université, ma soutenance, c'était comment créer une plateforme pour aider les petits producteurs africains. Alors, ça fait depuis 2008 que je suis coincé dans cette affaire-là. Maintenant, j'organisais beaucoup de foires. On avait le Carrefour de l'innovation à Cotonou en 2010. On était des étudiants qui avaient organisé une des plus grandes foires que le Bénin avait connues. Et moi, pendant 2 ans, j'avais sillonné le pays à découvrir les innovateurs. Donc, après ça, j'ai organisé beaucoup de foires. J'ai eu beaucoup de contrats d'organisation de foires. Donc, cette expérience en organisation d'événements sur le continent m'a permis d'être recruté ici pour gérer un peu l'Afrique pour eux. Et en fait, c'était un contrat inespéré parce que pour moi, je débarque directement du Bénin et voilà, j'ai un très bon contrat ici à Dubaï et tous les mois, j'étais dans un pays africain pour aller rencontrer des ministres africains ou des autorités africaines pour les convaincre de venir rencontrer des investisseurs ici à Dubaï. Wow. Et à 22 ans. Et ça m'a ouvert à 22 ans, je me rappelle, j'allais au Gabon, le gouvernement du Gabon me recevait, j'allais au Congo, et en fait, au Cameroun, et c'est un peu comme ça que j'ai découvert l'Afrique, en fait. Et alors, j'ai fait 1 an et demi à l'AIM en tant qu'employé, et après, j'ai démissionné en disant à mon boss, je veux travailler avec vous, mais de façon indépendante. Parce que j'ai compris qu'il y avait des indépendants qui travaillaient avec eux qui faisaient environ 20 fois mon salaire. C'était un risque. Il a dit, OK, très bien, c'est bien. Ça ne me gêne pas de t'enlever de mon payroll. Je dis, très bien. Le mois suivant, j'ai fait 20 fois mon salaire. Wow. Donc, en fait, c'est comme ça qu'Exportunity a pu être financé dès le départ, en fait. C'est pour ça que j'ai pu lancer la première plateforme. Après, on s'est beaucoup cassé la gueule. Alors, j'ai quitté Dubaï en 2015 pour diverses raisons. Je voulais venir au pays, je voulais aussi give back parce que c'était important pour moi que l'écosystème, pas que l'écosystème, je pense que j'avais vraiment ce besoin de rentrer et de sentir que j'existe pas que pour moi. Parce que la vie à Dubaï, alors quand on vient pour la première fois, ça peut être grisant. Hein. Tu débarques du Bénin et puis tout de suite, tu as les Ferrari, enfin, tout le monde veut. J'avais pas de Ferrari. Tu voyais entrer. Ouais, tu voyais entrer. Tu pouvais louer une Ferrari, Et en fait, ça peut être très selfish, si vous voulez. Et donc, moi, j'avais besoin de rentrer, sentir que je pouvais contribuer, je pouvais avoir un impact sur la vie des gens. Je pense que j'ai fait ma part. Et après, quand je voulais revenir, c'était à la période du Covid, et aussi avec l'Expo 2020. Je m'étais juré de revenir pour ça. Je m'étais promis de le faire. Et je suis revenu un peu avant l'Expo. Et parce que après Covid, Dubaï était la ville la plus sécurisée au monde, en fait. Ils ont géré Covid d'une façon brillante. C'était la première ville
où 98% de la population était vaccinée. Et donc, c'était l'endroit qui avait du sens de revenir. Ouais. Et bon, comme j'avais déjà... Parce que durant toutes ces années, j'ai toujours eu mon contrat avec l'AIM. Hein. À chaque fois qu'il y a eu la réunion d'investissement, j'avais toujours... jusqu'à présent, je représente quelques pays africains pour eux. Enfin, l'entreprise Exportunity. Ah, tu fais combien de fois ton salaire? 200 Alors ça, c'est une question que je n'ai pas beaucoup abordée. Mais ça va. Comme on dit chez nous, je remercie le Tout-Puissant ou l'univers, comme on dit. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis rentré. J'ai de très bons amis, de très bonnes amitiés ici que j'ai bâties avec les années. J'ai des amis ici, en fait, que je connais depuis plus de 11 ans, en fait. Ouais. Et ils sont mes meilleurs amis maintenant. Il y en a qui sont des Émiratis, il y en a qui sont d'autres pays. Et ils sont des gens qui m'ont ouvert les bras quand je suis revenu. Qui m'ont ouvert les portes. Donc c'est pour ça que je suis à Dubaï. Parce que j'ai mes attaches ici. Voilà. Et aussi pour le commerce, le type d'activité dans laquelle je suis, Dubaï est un peu le centre du monde aujourd'hui dans le commerce international. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais quand on prend les commodities, Dubaï, avec le DMCC, le Dubai Multi Commodity Center, est en train de devenir le plus gros acheteur de diamants bruts au monde il y a 2 ans. Ils sont en train de devenir les plus gros acheteurs d'or au monde. Et ils sont en train de devenir le plus grand acheteur de café au monde. Et beaucoup d'autres commodités. Et ça se vend tout près de chez moi. Donc en fait, il y a cet endroit-là où voilà, le monde entier vient acheter ses commodités. En fait, c'est un peu comme, je sais pas, un carrefour quoi, du commerce aujourd'hui. Ouais. Ouais. Donc pour le type d'activité que je fais, pour moi, j'ai pas besoin de faire du marketing pour avoir des acheteurs. En fait. J'ai plus de commandes. Aujourd'hui, j'ai un gros problème. J'ai plus de commandes que j'ai de fournisseurs sérieux. En fait. Donc voilà, c'est une ville où les gens achètent tout, quoi. Ok. Donc en fait, si je comprends bien, toi, tu as décidé de revenir après le Covid à Dubaï, déjà parce que c'est une ville sécurisée et aussi parce que en termes de business, vu le business que tu fais, en fait, c'est plus l'endroit où tu as le plus de demandes, en fait, où c'est facile d'avoir les clients parce qu'ils sont tous là, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment personnel et business à la fois. Absolument, ouais. Ok, ça c'est très bien. Donc, je pense que ça fait 2 pôles à considérer et tout. Ce que j'ai envie de savoir, c'est par rapport à Urich, parce que depuis on l'a pas entendu et tout, c'est de savoir, toi, pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller en France? Je sais que depuis, je sais pas, peut-être 2 ans ou 3 ans maintenant, je sais plus, je crois au moins 2 ans, tu es allé en France. Pourquoi tu as décidé d'aller en France? Et ensuite, en termes de choix de vie ou d'endroit où vivre, en fait, quel est l'endroit où tu rêverais de vivre, où tu as envie de vivre? Et pourquoi, en fait? Comment tu fais ton choix de l'endroit où tu vas vivre? Enfin, moi, c'est un peu plus aléatoire, en fait. Enfin, pourquoi je suis allé en France déjà? C'était juste pour rejoindre ma femme, qui était ma fiancée en ce moment. C'est tout, en fait. Et aussi... C'est cute, c'est mignon. Oh, l'amour. Et aussi, enfin, genre... enfin, au Bénin, avec la partie Covid et tout, tu vois, donc je travaillais avec Etrilabs, Tech Excel et tout le reste. Donc, avec Covid, on a commencé à travailler de la maison. Après, je m'étais rendu compte que, en fait, tout ce que j'avais formé et tout, ils assuraient en termes de travail. Donc, on n'avait pas trop besoin de moi. Parfois, il y a des semaines, je faisais genre juste 1, 2 réunions ou un truc comme ça et tout. Donc, il fallait que je trouve, OK, c'est quoi la suite? Okay. Et voilà, donc la partie Covid, j'étais juste enfermé dans mon appartement, tout seul. Donc, je prenais ma voiture, j'allais voir des amis, aller au resto et tout, mais c'était vraiment un peu solitaire et tout. Donc, voilà, donc il y a eu, enfin, ma femme qui était là et c'était juste évident de la rejoindre en France aussi. C'était un peu ça. Ok. Donc, en fait, au-delà, donc je pense que tu as une raison personnelle aussi, donc ta femme et tout. Pour lui, c'était la sécurité. Au-delà de ça, en backstage, quand on discutait jusqu'à présent, parce que tu es là pour le trip avec nous aussi, j'ai remarqué ce truc où j'avais vraiment l'impression que tu étais fan de Paris. Lui, il est vraiment fan de Paris. Ah ouais, j'adore. Ouais, tu adores Paris. Donc, quelles sont les raisons? Moi, je déteste Paris. Bon, je ne veux pas dire que je déteste Paris, mais je ne suis pas fan de Paris. Tu vois? Quelles sont les raisons aujourd'hui pratiques pourquoi toi, tu aimes Paris? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu penses que tu vas y vivre pour les prochaines années? Parce que quand tu m'as dit à moi que juste pour le temps que tu as fait jusqu'ici, tu préfères la vie à Paris que la vie à Dubaï, ce qui est pour moi déjà what the fuck est complètement le contraire parce que je ne suis pas du même avis. J'ai envie de savoir, en fait, pour toi, si tu dois lister, je sais pas, les top reasons pour lesquelles, en fait, tu préfères Paris. Ouais, bon, déjà, je ne vais pas vivre les prochaines années à Paris parce que je suis un peu fatigué et tout. Et même pourquoi j'adore Paris?
En fait, il y a un truc que j'aime souvent dire, au fait, c'est que à Paris, je vis là-bas, mais genre, c'est vrai, j'ai des amis et tout, mais je fais pas le métro et tout. Boulot dedans. Par exemple, c'est vraiment cette année que, je pense que c'était en mars ou en juillet, je sais plus. Je suis allé au Bénin plusieurs fois, donc la dernière fois, je pense que c'était en juillet. Je revenais du Bénin et j'ai eu la malchance de me retrouver dans le métro à 17h et tout, c'est juste horrible, genre, ça sent la pisse ou la sueur, des trucs comme ça. Et c'était vraiment la première fois, alors que là, enfin, ça fait déjà 3 ans que je suis à Paris, tu vois un peu. Donc, voilà, donc si je devais faire genre métro tous les jours, vivre vraiment la vie de quelqu'un qui va au boulot à Paris, qui a du business à Paris, parce que j'ai juste pas de business, je suis juste en ligne et tout le reste, genre, ce serait horrible, honnêtement. Donc, un truc qui m'a vraiment fasciné à Paris, c'est que, et que j'ai pas aussi aimé là-bas, mais en même temps que j'adore, donc, comme il parlait de love-hate relationship, c'est que la société est vraiment divisée en classes. Franchement, genre, j'ai trouvé ça horrible parce qu'au Bénin, tu peux être genre de la classe la plus basse et tout. Si tu t'éduques très rapidement, tu montes les classes, tout le monde se connaît et tout, tous ceux qui sont intéressés par un sujet et tout. Mais là-bas, c'est comme s'il y avait des cultures différentes. Tout le monde parle français et tout, mais les gens parlent le français différemment, tu vois. Les mots qu'ils utilisent, des trucs comme ça. Et selon la façon dont tu parles français, c'est comme si tu parlais une autre langue. Les milieux où tu vas t'en sortir sont complètement différents et tout le reste. C'est carrément comme s'il y avait plein de sous-cultures, des gens qui ont des habitudes différentes. Qu'est-ce qu'ils font après le boulot? Il y a d'autres, ils n'habitent pas à Paris, ils habitent un peu loin, donc ils doivent faire 1h30 de boulot, enfin de route et tout pour y etc. aller. Ouais. Donc ils ont carrément une vie différente de celui qui habite juste au centre de Paris, qui sort, qui se met en terrasse par exemple. Ils mangent des trucs différents, ils vont à des restos différents. Franchement, c'est vraiment comme si c'était différentes cultures qui se côtoient et qui ne se voient pas. Donc, les gens ont vraiment des expériences complètement différentes de Paris, tu vois. Et c'est ça que j'adore d'une certaine façon, parce que j'aime juste observer les personnes. J'aime vraiment la partie humaine et tout. Et je suis vraiment fasciné juste par les personnes, par les cultures et tout. Donc, pour moi, c'est genre juste une expérience de voir plein de cultures différentes. J'adore manger. Donc, les 2 trucs que j'adore là-bas, en fait, c'est voilà, toutes ces cultures et tout. J'adore manger beaucoup. Et ce que j'aime dire, c'est qu'à Paris, tu peux juste prendre la meilleure nourriture du monde chaque jour, genre matin, midi, soir, et ne juste pas finir De restos, en fait. restos, en fait, tu vois un peu. Donc, c'est juste extraordinaire pour quelqu'un qui aime manger. Et aussi, enfin, en Europe, en général, c'est très facile de se déplacer. Donc, je peux prendre le train, me retrouver à Bruxelles en 1h30, etc. Donc, c'est vraiment le paradis de la personne qui veut découvrir plein de cultures et tout. J'aimerais qu'il y ait ça en Afrique, mais enfin, c'est un peu plus compliqué avec les transports, les taxes sur les avions, etc. Donc, c'est vraiment pour ça que j'adore Paris. Mais comme je disais, genre, si c'était pour vivre comme un Parisien qui travaille... Un Parisien c'est juste galérien en fait. normal, quoi. Ouais. Tu vois. Franchement, par exemple, souvent, les gens disaient que, ouais, en fait, quand tu vas dans les pays européens, que ouais, c'est propre et le Bénin est sale, des trucs comme ça. Mais j'ai vu des endroits, j'ai jamais vu des endroits aussi sales que ça, quoi. Même quand Bénin, ton en fait. est sale, c'est pas aussi sale que ça, tu vois. Donc, en fait, tu as vu des endroits à Paris qui sont plus sales que des endroits que tu n'as jamais vus aussi sales au Bénin, en fait. Oui, au fait, genre, par exemple, quand j'étais venu nouvellement, genre, je sais pas, 2 mois après ou 3 mois, je devais rencontrer une amie quelque part en région parisienne et tout. Et je comprenais pas ce qui se passait. Donc, il y avait le RER B qui ne marchait pas comme d'habitude et tout. Et genre, je devrais prendre des bus. Donc, ça m'a fait genre 2h30 pour y arriver. Il fallait changer des bus. Dans la zone où j'habite, le bus passe chaque 5 ou 10 minutes et tout. Dans ces zones-là, le bus passait genre chaque 1h. Ouais. 1h30 et tout. À Lille aussi, c'est un peu comme ça. Ouais. Et tu arrives à des endroits, il y a juste des ordures partout. Tu te demandes, OK, il n'y a pas de gouvernement ici et tout le reste. Donc, c'est un peu tout. C'est un peu de tout. C'est vraiment cette partie que j'adore, en fait. Vas-y, tu veux dire quelque chose? Non, moi je suis juste. Je pense que. Moi je suis juste curieux. Pourquoi Paris spécifiquement? Parce que pour moi, en fait, le vrai outcome de la conversation là, c'est de répondre à une question un peu plus. Un peu plus méta, tu vois, par rapport à
where's the best place to live in live. the Parce world. que je t'expliquais la dernière fois, moi, la plus grande décision que je dois prendre actuellement, c'est où est-ce que je reste, tu vois. Parce que quand tu es au Bénin, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Donc, en termes en termes d'accès aux gens, euh, surtout quand tu travailles avec des personnes qui sont pas au Bénin, c'est compliqué d'entrer dans des communautés, de te créer un réseau, en fait, ailleurs, tu vois. Et aussi, même en termes de qualité de vie, il y a beaucoup de choses que tu peux avoir facilement, tu vois. On parlait, par exemple, du fait que en France, tu peux sortir marcher, tu vois. Tu peux sortir marcher, tu peux voir des endroits, il y a plein d'activités que tu peux faire et c'est des choses que tu peux pas forcément afford au Bénin. Mais dans le même temps, la vie est très cheap au Bénin, tu vois. Et ça, c'est pas un truc que tu peux négliger, en fait. Donc, moi, le truc que moi, j'espère vraiment tirer de vous deux, c'est plus ou moins euh, c'est quoi le meilleur move en fait, tu vois? Genre, est-ce que le meilleur move, c'est de se dire, je pars, donc je fais comme vous, je pars, je vais chercher peut-être un pays en Europe et j'accepte en fait de dépenser tout l'extra, tu vois, pour tout ce que ça m'apporte, ou bien le truc le plus simple peut-être, c'est de peut-être qu'il y a un niveau en fait dans la progression de carrière où vous vous êtes dit, ok, bon, ça c'est le moment où en fait c'est très raisonnable de partir, de plus rester ici parce que ça ne colle plus. Franchement, pour moi, c'est une question difficile à répondre. Je suis plus du genre à être au bon endroit, au bon moment Mm. et tout. Donc, ça dépend vraiment des objectifs, tu vois. Donc là, par exemple, moi, je suis en mode, ouais, je profite de la vie, je mange bien, je voyage. Et tout. Donc voilà, donc, c'est clair d'être à l'endroit où on mange bien et à l'endroit où on peut juste, je sais pas, se retrouver en Afrique du Sud en 12 heures de temps, au lieu de faire genre 24 heures, dormir Ouais. d'Éthiopie, je sais pas quoi. Mm. Se retrouver ici en 6 heures de temps et Mm. tout, se retrouver au Bénin en 6 heures de temps. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça actuellement. Mais en général, je pense que ça dépend vraiment des objectifs de chacun. Donc, par exemple, si quelqu'un est genre super orienté business et Afrique et tout, la personne va se dire, OK, je vais rester en Côte d'Ivoire, par exemple, et tout. Euh, si quelqu'un... Par exemple, moi, je vois le Bénin comme, par exemple, si j'ai des enfants et tout, pour moi, actuellement, j'ai pas encore vu un meilleur pays que le Bénin, quoi. Pour les éduquer, c'est un peu Ouais, voilà, ce genre, que, ce que ma petite amie me dit aussi. Elle, actuellement, elle vit en France. Elle me dit toujours, moi, elle a fait le Maroc, elle a fait le Sénégal, elle a fait la France et tout. Donc, elle a à peu près fait, tu vois, les grandes villes là. Et elle me dit, pour nos enfants, j'ai pas envie qu'ils vivent en France. J'ai pas envie qu'ils vivent, je sais pas. Il n'y a aucun pays pour le moment que j'ai envie qu'ils vivent, à part le Bénin, en fait. ouais. Et c'est marrant pour elle qui est en France depuis 2 ans. Je suis en mode, mais la plupart des gens sont en mode, je veux que mes enfants grandissent en France parce que, en France, il y a de grandes écoles, nanani, nanana. Mais qu'elles me disent en fait que non, en fait, je préfère que mes enfants grandissent en Afrique, au Bénin spécifiquement, parce que en termes d'éducation et des bases et des valeurs de plein de choses, en fait, c'est juste un meilleur endroit pour raise ses enfants que France, que Paris, en fait. Ce qui est très controversial comme statement, en fait. Ben, en fait, moi, je préfère voir des trucs clairs, des exemples clairs et tout. Par exemple, quand tu vois les Noirs qui réussissent en France, c'est pas des Noirs qui sont nés, enfin, pour la plupart, bon, à part les footballeurs ou des trucs comme ça, c'est pas des Noirs qui sont nés en France, en fait. J'ai juste l'impression que le système éducatif français casse les minorités et tout et leur dit, OK, vous n'êtes juste pas capable de vous en sortir dans la vie, tu vois. Ceux qui réussissent, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs et qui se battent. Qui n'ont pas vraiment. grandi avec ce truc dans la Exactement, tête, en voilà. fait. Donc, Yes, ouais, sir. on vous dit, ouais, OK, vous êtes noir, d'accord, je suis noir, ben bon, moi je fais mon travail, je suis le meilleur et tout. Mais genre, les jeunes qui ont vécu dans les cités, des trucs comme ça, c'est juste... Ils sont juste opprimés, Voilà, en donc fait. j'ai juste pas envie que mon enfant se retrouve dans un système où on lui dit que les noirs sont je sais pas, sont inférieurs, Ouais. etc. Donc voilà. Et en plus, enfin, quand on parle du Bénin, on connaît le Bénin, le système éducatif, pratiquement le meilleur, genre en Afrique de l'Ouest et tout. Le pays qui est plutôt stable. Ouais, très Voilà. stable. Donc, tu regardes d'autres pays, tu te dis, ouais, il y a des avantages et tout, mais après, enfin, je sais pas, si tu as les moyens de faire voyager ton enfant, de faire voir le monde et tout. Donc, pourquoi ne pas le mettre à l'endroit où c'est le plus stable et ensuite, il découvre le monde. Voilà, quoi.
Ah ouais. En fait, un truc qui est marrant quand tu parlais tout à l'heure de stabilité et tout, en fait, c'est quelque chose dont on n'en parle pas beaucoup. Je pense que les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, ont une bonne réputation en ligne que les pays au Bénin, ce qui fait que la plupart des gens qui viennent venir en Afrique, ils ne pensent pas forcément à venir au Bénin, ils pensent plus à Côte d'Ivoire ou Sénégal, tu vois. C'est plus Africa représentative, tu vois, que le Bénin. Ce que je pense qui est vraiment pas vrai pour avoir fait tous ces pays-là. Tu vois, j'ai fait le Sénégal plusieurs fois, la Côte d'Ivoire, le Bénin et tout, le Togo, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest. Je me rends compte que en termes de stabilité, niveau de vie, en termes de rapport qualité de prix, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, rapport qualité-prix dans une ville, c'est ok, je dépense 1000 euros dans la ville, qu'est-ce que j'ai en retour? Tu vois, au Sénégal, 1000 euros, tu fais rien. En Côte d'Ivoire, 1000 euros, tu fais rien. Au Bénin, 1000 euros, tu vis la vie de louga, en fait, tu vois. En plus de ça, tu prends la sécurité. Au Bénin, comparativement au Sénégal et en Côte d'Ivoire, le Bénin, c'est peut-être le pays le plus sûr de la sous-région. Je sais pas, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu un seul soulèvement. Au Sénégal, la dernière fois, il y avait un soulèvement. En Côte d'Ivoire, il y a eu des soulèvements, tu vois. Le Bénin, il n'y a pas encore eu ça jusqu'à présent. Tu prends l'éducation Franchement, en termes de sécurité, par exemple, j'ai eu plus peur à Paris qu'à Cotonou. Qu'à Cotonou, oui, oui, de ouf. En fait, tu vois, genre, ma femme, en fait, elle s'est fait déjà agresser à Dakar, au Maroc et en France. Elle s'est fait agresser. Genre, en fait, des gens qui ont essayé de lui dérober des choses, en fait. C'est jamais arrivé à Cotonou. Tu vois, moi, j'avais 25 ans de vie à Cotonou. Jamais quelqu'un ne m'a braqué ou volé un truc, tu vois. Et c'est des choses qui sont très fréquentes en France. Moi, ma go me dit tout le temps, ah, j'ai appris telle personne, en fait, de notre amphi qui a été agressée et tout, ou telle personne qu'on connaissait qui est mort, on a mis sa photo un peu partout et tout, on nous dit de plus sortir à telle heure. Tu vois, c'est des situations qu'elle m'a racontées à plusieurs reprises dans ces différentes villes-là, mais qui ne se sont jamais produites au Bénin, en fait. Mais quand tu prends Internet et tu prends comment est-ce que la Côte d'Ivoire fait du bruit, moi je pense que la Côte d'Ivoire ferait vraiment beaucoup, je vais pas dire beaucoup trop de bruit par rapport au Bénin. Mais en fait, quand tu vas dans le fond, tu vas sur le terrain et tout, tu te rends compte que, mais non, en fait, genre, en termes de qualité de vie, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'opportunités parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont là-bas. Mais en termes de ce que le pays a offert, culture, sécurité, éducation, toutes ces choses, en fait, le Bénin, c'est mieux. C'est genre de loin, en fait. Ouais, Moi, je pense vraiment que le Bénin est underrated de ouf actuellement. ouais, bon, je pense que c'est aussi une histoire un peu de branding. Tu vois, chaque fois que je voyage, on me demande, tu viens d'où? Tu vois, tout à l'heure, ça s'est passé, les gars, ils ont dit, ils ont demandé à Vital, tu es d'où? Il a dit Bénin, le gars était en mode, c'est quoi On Bénin? ne sait pas, en fait. Et le truc, c'est que si tu dis, ah, c'est à côté, si tu demandes, est-ce que tu connais le Nigeria? Ils vont te dire, oui, bien sûr. Tu demandes, est-ce que tu connais le Togo? Ils vont te dire, Togo, oui, ils étaient à la Coupe du Monde. Oui, ok. Bénin, c'est à côté. Ah, d'accord, j'avais jamais entendu. Parler. Donc, le truc, c'est que, tu vois, en fait, tu as ce genre de petits facteurs-là qui font que les pays seront connus par le grand public, en fait. Mais ça, généralement, ça détermine jamais à quel point est-ce que c'est une destination de qualité. Moi, je suis un gros fan de Maurice, en fait, et j'arrête pas de parler de Maurice, mais je trouve que Maurice, par exemple, c'est une petite destination qui est très underrated, en fait, tu vois. Parce que si tu pars à Maurice aujourd'hui, je te promets que tu vas avoir envie de vivre D'y là, rester, en en fait, tu vois. Et je pense qu'actuellement, j'ai vu que les gens comparaient beaucoup le l'activité de branding qu'ils font à Maurice avec Dubaï, tu vois. Parce qu'à Maurice aussi, ils essaient de ramener les entrepreneurs, ils ont un visa nomade qui est très facile à obtenir. Ils orientent vraiment leur truc vers le tourisme et tout. Il y a beaucoup de choses qu'ils font pour attirer les gens vers le pays. Mais genre, c'est une petite destination cachée quelque part, en fait. Et à côté, tu as un truc comme Dubaï qui est beaucoup plus connu, tu vois, qui fait beaucoup plus de bruit, en fait, pendant que Maurice est un bon endroit pour raise ta famille, en fait. C'est quoi toi tes takes sur ça, genre, aujourd'hui, par rapport à tout ça et tout? Non, en fait, moi, je vous écoute avec intérêt, parce que moi, je suis pas un bon exemple dans cette affaire. Je suis un vrai nomade et j'ai jamais réussi à vivre dans un pays, depuis que je voyage, hein, de façon consistante pendant plus de 2 ans. Mais ici, tu es là, ça fait un moment. Oui, maintenant, oui, bah, alors, je vis à Dubaï, mais j'étais pas là tout l'été.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Genre, pour comprendre, en fait, ça rêve, c'est que Vitaline disait hier, en fait, que en été, il ne faut pas venir à Dubaï parce que tu vas Ouais. te faire brûler, tu vois. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des influenceurs qui sont à Dubaï, créateurs de contenu et tout, en été, ils partent de Dubaï, tu vois. Et nous, on ne savait pas ça. Et c'est quand on est arrivé qu'on s'est rendu compte que tout le monde disait Dubaï, il fait chaud. On s'est rendu compte que mais on n'avait pas chaud, en fait. Il fait plutôt doux. Et c'est là qu'on a appris que, en fait, on était venu en hiver. On était venu dans une période, Ouais, alors, la période la plus douce de on l'année, Il y a de 30 degrés. il y a un super climat. actuellement et tout, tu vois. D'octobre à début mai, Hmm. c'est carrément le paradis. Ouais. Tu peux sortir, marcher pendant des heures. Le climat, c'est agréable, c'est sec. Voilà. En tout cas, ouais, c'est agréable. Maintenant, la question de est-ce qu'il faut quitter le pays ou rester, en fait, c'est une question vraiment existentielle, en fait. Il faut Hmm. gagner de l'argent et ne plus se poser cette question. Tu restes où tu veux. Oui, aussi. parce qu'en fait, moi, je pense que le monde, on n'a pas besoin de s'attacher à À un endroit. un endroit. Mm. La Terre est faite pour tous les humains. Mhm. Et moi, j'aime beaucoup voyager. Et en fait, chaque fois que je vais dans un pays, en fait, beaucoup de gens, avec leur premier million, ont acheté des voitures. Moi, j'ai jamais eu de voiture. Tu as toujours voyagé. J'ai toujours acheté des billets d'avion. Ouais, je crois que tu es un peu comme nous Tu actuellement. parles d'une Maurice. Je pensais que tu allais dire, j'ai toujours acheté des avions, en fait. Pas encore. Non, mais en fait, un truc qui est marrant, en fait, Vital, par rapport à ça et tout, j'ai envie d'ajouter un truc, c'est que moi également, j'ai pas de voiture. Et tout le monde me dit à côté de nous, ah ouais, vas-y, Benny, tu devrais acheter une voiture et tout, non, non, non. Mais je dis, juste l'argent que je dépense dans un seul voyage, peut-être juste l'hébergement d'un seul voyage, ça suffit pour acheter des voitures, en fait, tu vois. Mais j'ai jamais fait ça parce que je pense que à 25 ans, à mon âge actuellement, j'ai beaucoup plus à gagner Ouais. en investissant Non. en moi-même et dans ma propre culture que dans une voiture pour impressionner les gens dans mon quartier au Bénin, en fait, Moi, tu je vois. suggère fortement à tous ceux qui sont dans leur vingtaine, voyager. Ouais, je pense que c'est le meilleur conseil. on- Tu nous donnais ça à l'époque. Voyager et acheter des terrains. Bon, ça, c'est pas ce que je vais faire, mais, enfin, où est-ce qu'il faut vivre? L'île Maurice, c'est excellent, Mm. mais c'est pas fait pour les gens comme toi. Ouais, et ouais. moi. Ouais. Alors, Ouais. on est censé dire la vérité sur ton podcast. Oui. Sur votre podcast, là, non? C'est ça? Oui. Ouais. Non, alors, c'est très important de se positionner géographiquement dans le monde en tant que noir. Parce qu'il ne faut pas oublier que alors, quand on est grandi au Bénin et qu'on grandit, on ne sait pas qu'on est noir. Mhm, mhm. Pour nous, c'est normal. Dès qu'on voyage, alors je ne parle pas des voyages sporadiques. Quand tu voyages, que tu vas dans un pays pendant 2 semaines, ou que tu fais un mois, ou même 2 mois, tu te dis, oh, c'est génial. Même 3 mois, c'est génial, tu ne verras pas. Mais quand tu commences par vivre, que tu commences par entrer dans le système d'acquisition de richesse, quand les jeux d'intérêt arrivent, quand tu commences par parler de choses un peu plus importantes, tu te rends compte que dans chaque pays, le système est bâti pour que les gens de ce pays-là puissent garder le contrôle. Sauf les pays africains. Marrant. Il n'y a que chez nous où le système est designé pour que tous les étrangers qui arrivent soient plus fortunés que les autres. Alors, bon, on parle d'éducation. Alors, je préfère ne pas faire de commentaires controversés là-dessus. Parce que... Je sais pas, ça dépend des objectifs de chacun. Ouais. Mais aujourd'hui, genre, de façon concrète, je sais que tu as quand même voyagé dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, parmi tous les pays que tu as visités dans le monde, pour toutes ces raisons-là, que ce soit pour la sécurité, l'éducation des enfants, ton propre épanouissement, la diversité, la protection je ne sais pas dire de la race noire, mais le fait que tu te sentes à l'aise en tant que noir et tout, etc. Quel est le meilleur pays pour toi aujourd'hui que tu aimerais vivre ou que tu as expérimenté jusqu'à présent et tu trouves que ça rassemble la majeure partie de ces choses, en fait? Alors, je pense que ça, sont beaucoup de critères. Pour être totalement honnête, de tous les pays où je suis allé, je sais que j'ai quand même un peu voyagé. Je ne vois pas un seul pays qui me tique tous ces box-là. Ok. Il y a toujours un truc qui manque. Un truc qui manque. En Afrique du Sud, c'est un pays où les Noirs ont le pouvoir aujourd'hui, mais il n'est pas sécurisé. Ok, Ouais, du tout. franchement, sinon, c'est dommage, quoi. Ouais, ouais. L'île Maurice, c'est un pays où les gens te diront je suis mauricien, mais d'origine indienne, par définition. Mm. Il
Il y a toujours un peu la race blanche des anciens colons. Mm. Parce qu'il faut, quand on va dans un pays, il faut connaître l'histoire. L'île Maurice, c'est une majorité d'origine indienne. Quand il faut se marier, ils se marient entre eux. Ou ils rentrent en Inde pour se marier. D'accord. Alors, le système éducatif est un des meilleurs en Afrique. Les îles Seychelles que j'adore, c'est vraiment un endroit où j'ai de très bonnes amitiés et j'ai quelque chose que j'y fais aussi. C'est un des pays où je serais vraiment voulu vivre, mais c'est designé pour que les étrangers n'y vivent pas. Waouh. Il vient juste dépenser le argent et Il parti. n'y a pas de visa de résident. Enfin, Ok. et je puis vous dire que je suis connecté aux Seychelles, c'est très compliqué. S'il y a un pays où j'aurais voulu vivre, ce sont les Seychelles. Acheter une maison, m'établir. Ah ouais. Mais ça, je pense que ça, c'est un bon insight, ça. Parce que c'est en Afrique. C'est le pays le plus beau. Et l'île Maurice, c'est beau, hein, mais c'est pas... Enfin, C'est pas si beau que le Seychelles, quoi. Péribélière, Flic en Flac, Grand B. Ouais. C'est beau, hein. Mais il y a des moucherons. Pour les Béninois qui nous On n'aime pas ça. Voilà, on appelle ça franchement, Jerry. Le nombre de temps que j'ai dédié aux moustiques dans ma vie, c'est fini, quoi. J'ai payé le prix. J'ai donné ma part de sang. Un moustique et un moucheron. Moi, pour le reste de ma vie, j'ai des besoins simples. Il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de serpents. Aux Seychelles, il n'y a pas de serpents. Le seul type de serpent, il n'y a pas d'animaux sauvages, le seul type de serpent, quels sont les serpents d'arbres, là, les serpents verts, là. Ils sont gentils, on les caresse. Donc voilà, techniquement, c'est une question existentielle que je me pose toujours. Alors, Amine, je pense que quand même, on a de très bonnes réponses ici. Quand même, si moi je dois faire le résumé, pour toi, c'est les Seychelles. Et je pense que tu es très bien positionné pour donner cet avis parce que je sais que tu as beaucoup voyagé et tu as quand même fait pas mal de temps quand même dans ces pays-là pour avoir... Parce que là, tu viens de donner plein d'insights que moi, je ne connaissais pas. Par exemple, aux Seychelles, le fait que c'est littéralement pas possible d'y vivre parce qu'il n'y a pas de visa à résident. si je peux rajouter un truc, les Vas-y. Seychelles et le Maurice sont un des rares pays en Afrique où, par défaut, les enfants parlent 3 langues. Ouais. Français, Ok, c'est quoi les pays? Anglais, créole. Créole, waouh. Ça, c'est important. Ouais. À Maurice, partout où tu vas, dans n'importe quel restaurant, tu peux parler français ou anglais, en fait. Tout le monde est d'office. parfaitement bilingue. Tout le monde est mais- parfaitement mais bilingue. avec un français et un anglais soutenu. Oui. Soutenu, Quand waouh. on prend le mauricien de base ou le séchellois de base. Ça, c'est très important de le savoir, ça. Ouais. Ah, et ça, c'est dingue. Et en fait, c'est très propice aussi au tourisme. Oui. Les Seychelles sont plus commerciaux. L'île Maurice est plus commerciale. Les Seychellois sont comme les Béninois. Ah, vous voulez savoir pourquoi? Ouais. Alors, alors, aux Seychelles, c'est 90 000 habitants, le pays. C'est très Il y a peu. 90 000 citoyens. Et tout le monde se connaît. Donc, ça parle beaucoup. Ah, on l'a vu l'autre jour, il était avec l'autre personne. Les choses en se plaignent au Bénin, là. Même chose. Donc, les Seychelles... non, je ne veux pas dire que je sais... Anyway. Les Seychellois sont particuliers. Ils sont très gentils, des gens adorables, mais ils ont un pays formidable. Et ils ont réussi à bâtir un bon système pour eux. Et moi, si je pouvais... s'il y a une nationalité que je serais heureux d'avoir, c'est pas la nationalité américaine. C'est pas, j'aurais pu être américain si je voulais. Mais non. Mais s'il y a une nationalité que j'aurais voulu, c'est les C'est là, en fait. Seychelles. Ok. Un passeport qui va partout dans le monde. Ouais. Si on a fait un peu le tour, pour toi, c'est les Seychelles, pour toi, c'est Paris, jusqu'à Non, présent. non. Non, mais pour toi, pour C'est- tous les pays que tu as visités jusqu'à présent, si tu as un pays, Je on a dit recommanderais que... pas à quelqu'un habiter à Paris, quoi. Il faut être riche. Genre, si Ok, tu es bon. riche, tu peux bien vivre. Aujourd'hui, avec tes moyens de vie, avec ton niveau de vie, avec tes moyens et tout, si tu dois choisir un pays et tu vas juste compter sur la data que tu as, c'est juste la data de tous les pays que tu as visités jusqu'à présent, quel est le pays que où tu choisirais de vivre en fait? J'ai pas de réponse parce que là, en fait, je suis en train de réfléchir. Ok, je quitte Paris, je vais où? Oui, mais genre, là, tout de suite, genre, en termes de préférence, si tu dois donner juste un pays avec lequel tu te sens le plus connecté, Mais c'est le Bénin, en fait. c'est le Bénin. Ok, cool. Et toi? Je sais pas. Toi, tu m'as dit les îles Maurice. Ouais, non, mais je pense que les îles Maurice, je vois ça plus comme un truc pour quand j'ai fini de figure out ma vie, quoi. Je pense que, tu vois, c'est ce que je disais à Ulrich l'autre jour. Je pense que c'est
pertinent avec où je suis encore dans ma carrière actuellement d'aller m'installer aux îles Maurice parce que c'est bien, c'est un bon endroit pour les vacances et aussi pour finir ta vie. Mais après, en fait, quand tu es en pleine activité comme ça et que tu as besoin d'être connecté aux opportunités et tout ça, c'est pas forcément parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe à Maurice, tu vois. Même quand tu penses seulement au tech, tu connais, ils ont une application de taxi là, à Lille, là, ou un truc comme ça. C'est un truc... j'ai installé l'application. Déjà, j'ai installé l'application quand je suis allé. C'était très bizarre, quoi. Genre, c'est des flows, des interfaces de 2001, tu comprends. Et le truc qui est fou, c'est que jusque-là, je n'ai pas désinstallé l'application parce que je voulais voir s'il y a quelque chose qui se passe dans le pays, tu vois. Dans le temps, j'ai essayé de voir si je pouvais rencontrer des gens, mais il n'y avait pas grand-chose. Et l'application n'a pas changé, en fait, jusque-là. Donc, je vais faire les mises à jour dans App Store. L'application n'a pas changé. Et c'est une application qui déconne, ça a des bugs. Et pour moi, en fait, c'est juste le reflet que j'ai 2 autres applications comme ça de Maurice, tu vois. Et c'est pareil pour les autres applications. Et pour moi, c'est juste le reflet que, OK, actuellement, concrètement, moi, je suis dans les techs et tout ça. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là-bas, tu vois. Et j'ai rien à faire là-bas, en vrai, tu vois. Donc, je me dis, voilà, quand j'aurai fini, j'aurai les moyens de me prendre un yacht comme Vital. Vital le dit et tout. Peut-être que je vais aller là-bas, tu vois. Je vais pouvoir affordre la vie de riche héritier là-bas. Si je peux dire quelque chose juste Ouais, avant de fermer là-dessus. Oui, il faut qu'on ferme là-dessus. Là où vous vivez dépend de l'étape de votre vie et de votre âge. Les îles Maurice, les îles en général sont des lieux de repos. C'est-à-dire quand tu sais que bon. Quand on dit repos au Bénin, là, on parle d'autre chose. Hein. On laisse le finir son point. C'est des îles de repos. Il y a ça aussi dedans. Oui, Non, mais en fait, fondamentalement, il faut faire des choix en fonction de là où vous êtes dans votre carrière, ou là où vous pouvez atteindre les objectifs de là où vous en êtes, en fait. Actuellement, ouais. Je pense que c'était un take qui était très important parce que ça nous permet de bien clôturer sur le sujet parce que ça contextualise la chose. Parce que je sais que je vous ai poussé à faire des choix et tout pour le sake de la conversation, pour qu'on puisse avoir des trucs pratiques à retenir. Et ça vous a poussé quand même à faire des choix, ce qui veut dire qu'il y a quand même des choix que vous préférez à d'autres choix. Mais c'est important de comprendre que l'endroit où tu adores vivre aujourd'hui, c'est peut-être pas l'endroit où tu vas adorer vivre dans 10 ans, tu vois, parce que tes besoins auraient changé, tes envies auraient changé, etc. Donc, c'est super important de contextualiser quand tu dis que tu vas les îles Maurice plus comme quelque part où tu finis, et non quelque part où tu peux avoir de l'activité vu le niveau auquel tu es actuellement. C'est vrai, c'est un peu comme dans le football où on dit qu'en fait, quand tu veux être un grand footballeur, c'est pas en Arabie Saoudite qu'il faut être ou c'est pas aux États-Unis qu'il faut être. C'est en Europe qu'il faut être. Ça ne peut pas changer pour le moment parce que c'est en Europe qu'il y a la Champions League, c'est en Europe qu'il y a les grands clubs, c'est en Europe qu'il y a juste toute l'infrastructure qui fait l'industrie du football est en Europe, tu vois. Un peu comme le cinéma, il faut être à Hollywood, tu vois. Maintenant, si tu finis ta carrière et tu as atteint un certain niveau donné et tout, là, maintenant, tu peux partir à je sais pas, Inter Miami ou tout ce que tu veux. Parce que là, en fait, tu as fini ta carrière, en fait. Tu comprends? Et c'est ce que tous les footballeurs, ils font. Quand ils arrivent à un niveau donné de leur carrière où c'est un peu vers la fin, ils partent vers des clubs qui leur payent beaucoup d'argent, où le niveau du football est bas, mais c'est pour faire du marketing et ramener de l'argent, tu vois. Donc, c'est très important d'être là où tu veux, l'endroit qui va te permettre, en fait, en fonction de là où tu te trouves, en fait, de juste maximiser tes objectifs, en fait. Moi, mon choix personnel dans tout ça jusqu'à présent... Barcelone ou bien... En fait, j'aurais dit Barcelone. Personnellement, j'aurais dit Barcelone parce que jusqu'à présent, la ville avec laquelle j'ai le plus connecté, en fait, c'est Barcelone. C'est vraiment la ville où, quand j'étais parti, j'ai eu le sentiment d'être chez moi. Tu vois, j'ai eu le sentiment à Barcelone. J'avais l'impression d'être dans une simulation ou un rêve. Parce que déjà, je suis le plus grand fan peut-être de Barcelone, de l'équipe qui existe. Et pour moi, déjà, aller au stade chaque deux week-ends pour regarder mon équipe jouer, c'est genre peut-être un dream, tu vois. Et ensuite, en fait, la culture à Barcelone, c'est juste incroyable. La météo est incroyable. Les gens sont incroyables. Ils font du racisme positif. Genre, quand tu es noir là-bas, il y a très peu de noirs. Donc, en fait, on te traite bien, en fait. On est là, on te dit, on te fait de petits trucs, on te laisse passer dans les fils. Il y a plein de trucs
qui font que, en fait, moi, quand même, pour le temps que j'ai passé à Barcelone, c'est juste la ville que j'ai trouvée la plus chaleureuse au monde. Maintenant, je suis venu à Dubaï. Et j'ai l'impression que je suis un tout petit peu amoureux du côté bling-bling de Dubaï. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Beaucoup de personnes reprochent à Dubaï ce côté trop bling-bling. Mais moi, j'aime ce côté bling-bling, en fait. J'ai l'impression que ce côté bling-bling... Moi, je n'ai pas trop de problème avec le fait que les trucs soient... Je ne vais pas dire fake, mais soient pas trop naturels. Pour moi, le plus important, c'est le visuel. Tu vois, est-ce que là, il y a la vraie mer ou pas? Je m'en fous. Pour moi, tant qu'il y a de l'eau, que j'ai l'expérience de la mer, I don't give a shit, tu vois. Et pour moi, jusqu'à présent, si on me dit de choisir une ville où je vis, ou que je vais vivre pour le restant de ma vie, quand même, pour l'étape où je suis actuellement, je choisirais entre Barcelone et Dubaï, mais je partirais plus sur Dubaï à cause des opportunités sur Dubaï pour le business en ligne et pour l'entrepreneuriat. Tu vois? Parce que sur Dubaï aujourd'hui, la plupart des acteurs du business en ligne sont là. Ils ne sont pas en France. La plupart des gens qui réussissent en business en ligne aujourd'hui, ils sont en Dubaï. Ils s'exportent tous à Dubaï. Et c'est pourquoi, en fait, quand tu m'as dit tout à l'heure que toi, pour avoir visité la France, Paris et Dubaï, que tu préférais Dubaï, j'étais en mode, like, tu es la première personne avec qui je discute qui a fait Dubaï et Paris et qui préfère Paris. Genre, tous les influenceurs Moi, qui... je te disais pour manger la bouffe de Dubaï, franchement. Ça Oui, craint, mais quoi. quand même, en fait, tu as eu une préférence pour Paris, en fait, que la plupart des gens n'ont pas eu, tu vois. Vous êtes venu à Dubaï, vous avez la vie de touriste. Moi, je vous regarde. Oui, mais même en France, on a eu la vie de touriste. Et vous pensez que vous êtes arrivé à Dubaï? Non, même en France, on a eu la vie de touriste. Il y a plusieurs Dubaï. De la même façon que tu as une bouffe cosmopolite en France, là. Et c'est encore plus cosmopolite ici. Parce qu'en France, il y a des taxes. Plus personne ne veut vivre en France. Mais ici, le monde entier, les meilleurs chefs du monde sont ici. Moi, je peux te dire, je mange bien. En fait,